d'arriver donc pour cette conférence de presse commune aux côtés de Vladimir Poutine après plus de 5 heures d'entretien tous les deux. On va les écouter donc pour cette conférence de presse. Réjoui d'accueillir ici en Russie, accueillir au Kremlin, le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Je trouve qu'il est symbolique que nous nous rencontrions le 7 février. Enfin, la réunion se terminera probablement le 8 à l'heure de Moscou. Et le 7 février, il y a 30 ans, le 7 février, a été signé un accord très important qui a défini et qui a créé les fondations des relations bilatérales entre nos deux pays. Comme il est de tradition, notre réunion a été axée sur les affaires. Elle a été très remplie et très efficace. Nous savions que le but de la visite de M. Macron était de discuter les questions relatives à la sécurité européenne, question qui est une responsabilité particulière pour nos pays, pour nos deux pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La France préside également le Conseil européen actuel. Nous avons évoqué les propositions que nous avons adressées à l'OTAN quant aux garanties juridiques pour la Russie. Il y a 3 points. Le renoncement à l'élargissement de l'Alliance, refus de placement de systèmes de frappe aux frontières de la Russie et retour de la situation de l'OTAN en Europe à ce qu'elle était avant 1997. Ce sont 3 questions qui sont au cœur de nos préoccupations et n'ont pas été prises en compte dans les réponses que nous avons reçues de la part des États-Unis et de l'OTAN, qui avaient souligné le droit de chaque pays de rejoindre toute alliance que ces États souhaitent. Mais les alliances n'ont pas d'obligation d'admettre tout État qui serait intéressé à en devenir membre. C'est la politique des portes ouvertes. Nous en avons discuté avec grand nombre de nos partenaires, comme aujourd'hui avec M. Macron, et il a une interprétation très libre. Et cette interprétation a été inscrite dans les accords sur la sécurité unie en Europe, qui prévoit notamment que le renforcement de sa propre sécurité ne doit pas se faire au détriment de la sécurité d'autres pays. C'est quelque chose que j'ai évoqué à de nombreuses reprises, y compris dans cette même salle, lors de la visite du Premier ministre hongrois, M. Orban, devant la presse, qui est membre de l'OTAN. Et le traité prévoit que les membres de l'OTAN peuvent inviter d'autres pays dans l'Alliance, des pays qui peuvent contribuer à la sécurité européenne. Mais cela ne signifie pas, comme je viens de le mentionner, que l'Alliance serait obligée d'accueillir un État qui voulait en devenir membre. Je voudrais aussi remarquer qu'on essaye de calmer la Russie en soulignant que l'OTAN serait soi-disant une alliance axée uniquement sur la défense. À quel point cela correspond-il à la réalité? Beaucoup de citoyens de nombreux pays ont pu en faire les frais, par exemple la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan. Ou par exemple, si nous pensons à l'opération qui a subi la ville de Belgrade, et opération qui n'a pas été sanctionnée par le Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est le genre d'opération qu'on ne peut pas qualifier de pacifique. Nous ne pouvons pas non plus
ignorer la stratégie de l'OTAN de 2019 dans laquelle la Russie est mentionnée nommément comme adversaire et risque à la sécurité. C'est écrit dans les documents de l'OTAN. L'OTAN approche ces infrastructures de nos frontières, mais considère acceptable de nous donner des leçons sur ce où nous pouvons déplacer et placer nos propres troupes sur notre propre territoire. Et les mouvements qui sont ensuite interprétés comme menaces soi-disant de l'invasion de l'Ukraine. C'est aussi quelque chose que aiment à répéter les États baltes. Et cela justifie ensuite une politique hostile vis-à-vis de la Russie, alors que les États de l'OTAN, en se justifiant par cela, continuent d'envoyer des armes en Ukraine et envoient des spécialistes militaires et de l'argent. C'est quelque chose dont nous avons discuté avec M. Macron pendant plusieurs heures, presque 6 heures. J'ai attiré l'attention de Monsieur le Président sur l'absence de volonté des autorités de Kiev, absence de volonté de respecter les accords de Minsk et les accords qui ont été conclus dans le cadre du format de Normandie. Nous voyons aujourd'hui que les autorités à Kiev se sont lancées dans un démantèlement des accords de Minsk. Nous ne voyons aucun avancement sur les élections locales, sur l'autonomie, sur le statut des langues. Et il y a eu aussi la formule de Steinmeier, quelque chose que connaissent au moins les spécialistes. C'est une formule qui prévoit certains amendements aux accords de Minsk. Nous avons fait quelques concessions, mais même avec ces concessions, Kiev ne respecte pas ces accords et se refuse à établir un dialogue direct avec les républiques de Donetsk et de Lugansk, ce qui pourrait permettre de récupérer l'intégralité de son territoire. En même temps, le pays ferme les médias d'opposition et quand M. Poroshenko était président de l'Ukraine, nous lui avons dit que nous, la Russie, sommes prêts à l'accueillir et à lui accorder l'asile politique. Il a réagi à cela avec beaucoup d'ironie, mais malgré nos désaccords politiques, je pourrais aujourd'hui réitérer cette proposition. Pourtant, politiquement, nous considérons qu'il a fait beaucoup d'erreurs. En même temps, nous estimons que les poursuites pénales dont il fait l'objet pour trahison sont démesurées. Et nous sommes prêts à lui accorder l'asile politique. Ce qui nous dérange plus, c'est que l'Ukraine inscrit dans la loi la discrimination de sa population russophone en désignant les gens, ses membres, comme étrangers. Et pourtant, ils sont désignés étrangers sur leur propre terre. Et ça, c'est quelque chose qui est passé sous silence par nos partenaires européens. Et nous espérons que Monsieur le Président, comme il l'a dit aujourd'hui, contribuera à la résolution de ce conflit et il a dit qu'il abordera ces questions lors de sa rencontre avec nos collègues à Kiev. Nous avons évoqué d'autres questions comme par exemple la situation au Nagorno-Karabakh. Nous avons évoqué la présence de militaires russes qui aident à maintenir le cessez-le-feu et à rétablir la vie civile. Nous avons évoqué le rôle de l'OSCE et du groupe de Minsk de l'OSCE, de son rôle dans la sécurité européenne. Monsieur le Président a
évoqué une visioconférence récente avec la participation de M. Charles Michel avec les présidents de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Nous avons ensuite évoqué le programme nucléaire de l'Iran et les possibilités de la réalisation de plans adoptés en 2002 et ensuite inscrits dans la résolution 2231 de l'ONU. Nous sommes solidaires sur le fait qu'il est nécessaire de continuer de faire des efforts diplomatiques afin de trouver des solutions par compromis pour que ce document crucial soit maintenu. Nous avons dit que nos positions sont convergentes sur ce sujet. Nous avons aussi évoqué des questions de relations bilatérales, notamment d'échanges économiques. Nous avons conclu que malgré la pandémie et autres instabilités, les échanges entre nos pays ont augmenté de 71%. Les investissements français en Russie dépassent 23 milliards de dollars et plusieurs centaines de sociétés françaises sont présentes sur le sol russe. Et nous sommes déterminés à continuer cette coopération, aussi bien sur le plan économique que culturel et humanitaire. Enfin, pour conclure, je voudrais remercier Monsieur le Président pour tous les efforts accomplis par la France pour régler cette question très délicate, je ne vais pas cacher mes mots, de nos relations avec l'OTAN, les questions de nos rôles respectifs dans la sécurité européenne, question de confiance mutuelle et question de la crise à l'est de l'Ukraine. Nous devions nous réunir à Paris et malgré tous les problèmes auquel doit faire face le président de tout pays, Monsieur le Président Macron a estimé nécessaire de venir personnellement à Moscou pour pouvoir discuter des directions à prendre. Et je pense que même s'il est trop tôt de parler de résultats, et ces propositions pourraient être la base de nos futures actions. Nous allons attendre les résultats de la visite de M. Macron à Kiev, après laquelle nous comptons avoir un entretien téléphonique pour parler des résultats. Président Vladimir, merci pour votre accueil dans un moment difficile à la fois par les contraintes sanitaires et les tensions qui sont à l'œuvre sur le continent européen. Et en ce jour, en effet, qui marque le 30e anniversaire de nos relations, la reprise de nos relations diplomatiques et de cet accord bilatéral que vous avez évoqué. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez évoqué sur les relations bilatérales entre nos deux pays, parce que nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité, l'un et l'autre, de la situation et de la nécessité impérative, dans l'intérêt de tous, de trouver le chemin de la préservation de la paix et de la stabilité en Europe. Et je crois profondément qu'il est encore temps. Le dialogue, à la fois historique et stratégique, que nous avons construit ensemble au cours des dernières années, peut y aider. Et c'est dans ce contexte que nous avons décidé, en effet, de nous rencontrer aujourd'hui à Moscou. Nous avons eu un échange nourri, substantiel, concentré sur les tensions actuelles et les voies de désescalade comme les garanties de nature à préserver la sécurité et la stabilité sur notre continent. Monsieur le Président, vous venez de rappeler ici quelle était la vision de la Russie. Qu'il s'agisse de l'Alliance Atlantique, des intérêts de sécurité qui sont les vôtres ou de la question ukrainienne. Je crois que chacun aura vu que vous avez une vision forte, qui parfois n'est pas la même que celle des Européens ou des Occidentaux. Le point n'est besoin ici de le souligner, et qui marque très clairement des différences de vue qu'il faut assumer et que nous avons d'ailleurs regardé l'un et l'autre. Moi, je crois dans l'Europe et l'unité de l'Europe. Je pense que c'est un élément fondateur et fondamental. Et en effet, la politique de porte ouverte de l'OTAN a été actée en ce qu'elle est aussi essentielle, existentielle pour des pays comme la Suède ou la Finlande. Et il serait surprenant d'ailleurs de leur dire soudainement que l'OTAN change de ligne. Par contre,
Nous devons considérer ce que vous avez exprimé avec vos mots, qui sont les incompréhensions successives, les traumatismes à coup sûr, qui se sont construits durant les 3 dernières décennies, et la nécessité de bâtir les termes nouveaux qui permettront seuls la sécurité et la stabilité dans la région. Mais je ne pense pas que bâtir ces termes nouveaux passe par la révision partielle des 30 dernières années d'accords, ni de nos principes fondamentaux, ni en limitant le droit de certains Européens qui ne sont pas partie prenante des désaccords actuels. Et je pense que c'est un élément très important. Une fois cela étant posé, nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines semaines. Le premier élément, c'est la nécessité de travailler très rapidement pour éviter toute escalade. L'accumulation des tensions en cours emporte un risque de dégradation brutale de l'équilibre et de la stabilité du continent. Et elle ne serait dans l'intérêt de personne, car ni la Russie ni les Européens n'ont intérêt au désordre et à l'instabilité dans une période où les peuples du continent, éprouvés sur le plan sanitaire, mais aussi économique ou sociaux, aspirent avant tout à la tranquillité et à l'apaisement. Il relève donc de notre responsabilité partagée de nous entendre sur des mesures concrètes pour stabiliser la situation et envisager une désescalade. Nous les avons évoquées ensemble. Elles devront être confirmées dans les prochains jours et prochaines semaines. Elles dépendent des consultations qui sont en cours, des échanges avec les États-Unis, l'OTAN, des concertations avec les Européens, des échanges que j'aurai aussi demain avec le président Zelensky. Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative, et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les prochains jours seront déterminants et nécessitent évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. Mais ça implique, et je crois que c'était très clair dans le propos que vient de tenir le président Poutine et l'échange que nous avons eu, une désescalade sûre et durable nécessite d'avancer sur les questions de fond. C'est le deuxième grand type de sujet sur lequel nous avons longuement discuté, qui est la volonté de travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui nous permettront de construire un nouvel ordre de sécurité et de stabilité en Europe. Cet ordre dispose tout d'abord d'un socle que nous avons bâti et acté ensemble en tant qu'État souverain, conformément aussi au principe de continuité de la vie des États. Je parle là de la Russie et de la France, mais de tous les autres États qui sont partie prenante à ces traités. Ce socle, ce sont les principes fondateurs de la sécurité européenne, auxquels nous avons collectivement souscrit dans la Charte de Paris, puis réaffirmés dans les déclarations subséquentes de l'OSCE. Ces droits qui découlent de la souveraineté ont été, forcé de le constater, violés ou battus en brèche sur notre continent. Je pense par exemple au respect de l'intégrité territoriale des États, au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'inviolabilité des frontières, à la non-intervention dans les affaires intérieures ou à l'exécution de bonne foi des obligations du droit international, comme au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quelle que soit la lecture historique que nous faisons des crises, des déséquilibres qui ont bousculé ces dernières années, la sécurité de notre continent, dont nous avons là aussi longuement parlé, pour être maintenue, a besoin que nous ne reproduisions pas ici les erreurs du passé. Et donc, nous avons passé plusieurs heures à échanger aujourd'hui, mais c'est aussi le fil d'un échange et de discussions reprises et commencé il y a plusieurs années. Je mesure les malentendus qui se sont installés, les traumatismes qui font partie aussi de l'histoire des peuples. Je ne mésestime pas non plus les morsures du passé et les traumatismes qui existent chez plusieurs membres de l'Union européenne qui ont vécu un XXe siècle différent de celui de la France. Et je crois que nous ne pouvons pas construire ni notre présent ni notre avenir en faisant fi de cela. Ça n'a pas disparu durant ces 30 dernières années. Mais nous ne pouvons pas courir le risque collectivement de voir revenir en Europe le spectre de la confrontation, des sphères d'influence, de l'instabilité et du désordre. Cela créerait d'autres fractures, d'autres rancœurs, d'autres menaces. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. C'est pourquoi je ne crois pas que nous soyons condamnés à choisir entre de nouvelles règles ou l'absence de règles. C'est ce qui relève chez moi de l'optimisme de la volonté.
Parce que je sais l'attachement de la Russie à la souveraineté et aux droits qu'elle emporte, j'ai la conviction que nous pourrons construire la sécurité et la stabilité en Europe en réaffirmant et en respectant l'acquis de l'OSCE que nous avons construit ensemble, mais aussi en bâtissant des solutions nouvelles, peut-être plus innovantes, sur justement notre capacité à apporter des garanties concrètes de sécurité. Nous l'avons évoqué de manière très directe, en respectant les intérêts, les éléments de sécurité et de stabilité pour tous nos frères européens, et en respectant les demandes et les garanties qui sont posées par notre voisin et ami russe. J'ai dit au président Poutine ma préoccupation à cet égard sur le projet de nouvelle constitution de la Biélorussie, qui propose de supprimer deux notions fondamentales de son statut depuis 1994, et l'appel du 27 décembre dernier du président Loukachenko sur les armes nucléaires. J'ai à cet égard, je dois le dire, été rassuré par le président Poutine. Tout cela est un point de préoccupation car il vient accroître les déstabilisations. Et donc bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Vous avez vous-même commencé des discussions avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Il nous appartient dans les prochains jours et les prochaines semaines de poursuivre ces discussions concrètes pour bâtir précisément ces nouvelles garanties de paix et de sécurité. À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires, la transparence des activités militaires conventionnelles en Europe, la transparence sur la défense antimissiles et le régime de contrôle et de limitation post-FNI sur les missiles de courte portée et intermédiaire sont autant de demandes de la Russie qui correspondent exactement aux demandes formulées par les États européens. Je ne doute pas que nous serons en capacité d'apporter une réponse collective, nous tous Européens, mais aussi alliés et Américains. Nous avons très récemment démontré notre capacité à travailler ensemble, en particulier au sein du P5, qui réunit les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, je pense, comme d'ailleurs nous l'avions évoqué l'un et l'autre, que ce format serait aussi de nature à nous permettre d'avancer sur ces sujets et de pouvoir, en particulier sur les questions de maintien de la paix et de sécurité, là aussi bâtir des solutions communes. Le troisième sujet sur lequel nous avons acté des éléments de convergence et d'exigence, même si j'ai noté que dans son propos, le président est surtout revenu sur les éléments de préoccupation, est le règlement du conflit russo-ukrainien. Je me rendrai demain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Et nous sommes évidemment en parfaite coordination sur ce point avec le chancelier Olaf Scholz, avec lequel je me suis étroitement coordonné il y a quelques jours et que je retrouverai demain en fin d'après-midi à Berlin. Nous poursuivons nos efforts au sein du format Normandie en vue de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk et d'une résolution durable du conflit dans le Donbass. La dernière réunion des conseillers du format Normandie a permis d'acter le soutien inconditionnel de l'ensemble des parties prenantes au respect du cessez-le-feu, ce qui est une avancée réelle. Et nous souhaitons bâtir sur cette dynamique afin d'avancer de manière très concrète et de continuer la mise en œuvre de ces accords strictement et en totalité. Et nous sommes revenus sur plusieurs points techniques durant la discussion. Je veux ici saluer les efforts faits par le président Zelensky, en particulier les engagements clairs qu'il a pris dans ce format et vis-à-vis de nous tous, de retirer les lois qui n'étaient pas conformes justement aux accords de Minsk, puisque les lois évoquées par le président Poutine ont bien été retirées à l'initiative du président Zelensky, de la même manière que le président Poutine a pu m'apporter pleine clarification sur les rumeurs qui courent de lois qui seraient ici déposées, qui ne seraient pas non plus conformes à ces accords. Il n'en serait pas du tout question non plus.
Sur la base de cette situation clarifiée, nous devons continuer à avancer, nous réengager. C'est essentiel pour la paix et la stabilité en Europe, car ce conflit est au cœur des tensions que nous vivons aujourd'hui et il est nécessaire de parvenir à un règlement qui permettrait que la Russie et l'Union européenne puissent réengager fortement leurs relations. Nous avons aussi évoqué plusieurs autres sujets. Enfin, la question évidemment conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je veux ici me féliciter de la libération de 8 prisonniers qui est effective depuis ce matin. Le transfert s'est fait dans un avion mis à disposition par notre centre de crise et qui fait suite en effet à la visioconférence que nous avons tenue avec le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev vendredi dernier. Et le président Aliyev a donc tenu l'engagement pris à notre égard sur le sujet des prisonniers, des disparus, de la frontière, des infrastructures de connexion, comme des éléments futurs de stabilité. Nous avons échangé de manière très directe. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que nous avons une communauté de vues, Président, sur ce sujet. Et je veux ici saluer en effet le rôle que vos troupes ont pu avoir à la frontière dans un temps qui est extrêmement difficile. Et comme vous, souligner l'importance en effet du comité de Minsk dans le cadre justement des accords qui sont aujourd'hui les nôtres et donc du rôle tout particulier que la Russie et la France jouent à cet égard. Nous avons également évoqué la question iranienne, suite aux initiatives prises récemment par les États-Unis d'Amérique et les Européens, et là aussi une vraie convergence de vues sur ce sujet. Voilà, je ne serai pas plus long, je veux simplement dire que dans le moment extrêmement grave que nous vivons pour notre sécurité collective et la paix en Europe, nous avons pu mesurer les éléments aujourd'hui d'interprétations différentes ou de désaccords relatifs, mais également les éléments de convergence. Notre devoir est de travailler ensemble pour avancer. Je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement des voies diplomatiques et politiques. Les prochains jours et les prochaines semaines seront donc marqués par des contacts que nous allons intensifier avec évidemment l'ensemble de nos partenaires européens, avec nos alliés, avec également l'Ukraine et les autres pays de la région. Nous aurons l'occasion, dès d'ailleurs les prochains jours, de rééchanger ensemble par voie téléphonique. Et sur le sujet de l'Ukraine comme de notre sécurité collective, notre volonté est de bâtir le cadre de confiance qui nous permettra d'avancer. Avec une même volonté, préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe. C'est notre responsabilité collective et je veux ici dire l'engagement plein et entier de la France en la matière. Je vous remercie, Président, pour votre accueil aujourd'hui. Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons maintenant à la conférence de presse. Les journalistes français et russes pourront poser 2 questions. Première question à la partie invitée. Bonsoir, Messieurs les Présidents. Une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Macron, vous multipliez depuis bientôt 5 ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici, mais également la présence au Mali de mercenaires russes qui attisent un sentiment anti-français au point de remettre en cause notre présence là-bas. Votre action, Monsieur le Président, a-t-elle encore un sens, un effet, et si oui, lequel? Une question ensuite pour Monsieur le Président Poutine, une question simple que tout le monde se pose. Monsieur le Président Poutine, comptez-vous envahir l'Ukraine et si oui, sous quelle forme? Et sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au Président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les mercenaires sur place? Merci pour vos réponses. Rejoindre l'OTAN, si le Mali souhaite coopérer avec des sociétés russes,
Donc, deuxièmement, pourquoi l'admission de l'Ukraine représente un danger? Les pays européens, y compris la France, considèrent la Crimée comme territoire de l'Ukraine. Nous la considérons comme territoire russe. Et si des tentatives sont faites de changer cette situation par la voie militaire, l'Ukraine, dans sa doctrine militaire, considère la Russie comme adversaire et prévoit de récupérer la Crimée par voie militaire. Et l'article 5 de la charte de l'OTAN est toujours valable. M. Biden a d'ailleurs réitéré que cet article est toujours en vigueur. Donc, est-ce que nous voulons avoir la guerre contre l'OTAN? Et vous, est-ce que vous voulez avoir une guerre contre la Russie? Demandez à vos lecteurs. C'est vers cela que nous sommes, que nous allons. Notre inquiétude que nous avons évoquée est liée aux questions de sécurité européenne. Quand nous parlons du Donbass, par exemple, les dirigeants ukrainiens disent régulièrement qu'ils vont respecter les accords de Minsk et à d'autres moments, ils disent que ces accords sont maudits et détruisent l'État ukrainien. Donc, on parle beaucoup de garanties que la Russie devrait fournir des garanties de sécurité. Mais qui nous les fournira à nous, les garanties? L'Ukraine a entrepris plusieurs opérations militaires au Donbass, suite à quoi les accords de Minsk ont été élaborés et signés. 2 fois, il y a eu 2 tentatives qui n'ont pas abouti. Et qui garantira cela? Ce sont toutes des questions qui demanderont d'être étudiées en profondeur par nous ici présents. Et je remercie M. Macron pour être venu à Moscou pour discuter de ces questions. C'est des choses qui concernent non seulement la sécurité de nos pays, mais de toute l'Europe et de tout le monde. Nous avons parlé de la deuxième de nos exigences vis-à-vis de l'OTAN, de ne pas déployer des systèmes offensifs à côté de nos frontières. Si l'OTAN veut la paix comme il l'affirme, quel mal y aurait-il à renoncer au déploiement de ces missiles à côté de nos frontières? Si l'OTAN est une organisation entièrement pacifique, pourquoi, qu'est-ce qui l'empêche de revenir au niveau de déploiement qui existait lors de l'accord Russie-OTAN de 1997. Je ne parle même pas des engagements en matière de la politique de la porte ouverte. J'ai déjà expliqué pourquoi cela nous concerne. Et ce sont les choses dont nous avons discuté pendant les 5 heures qui ont précédé. Donc demain, Monsieur Macron sera à Kiev et m'a décrit le plan de sa visite à Kiev et je suis moi-même très... donc je le remercie moi-même pour être venu pour parler de cette question. De la France d'avoir une relation la plus forte possible avec la Russie. Nous sommes 2 grands pays européens et du concert des nations, 2 puissances dotées, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La relation bilatérale est importante, à la fois pour que la relation se développe et que sur les grands sujets internationaux, on puisse bâtir des solutions communes. C'est ce que nous essayons de faire sur des questions comme la question iranienne. C'est des choses aussi sur lesquelles nous essayons de trouver des voies de convergence, sur la question comme la Libye ou autre. Nous avons eu des désaccords, nous avons su bâtir parfois des accords et des compromis. Donc, pour moi, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que, et je crois que là-dessus nous nous rejoindrons avec le président Poutine, la Russie est européenne.
Qui croit à l'Europe doit savoir travailler avec la Russie et trouver les voies et moyens de construire l'avenir dans l'Europe et avec les Européens. Est-ce que c'est chose aisée? Non. Mais est-ce que l'Europe s'est faite sur des initiatives aisées dont les résultats étaient à effet immédiat? Non plus. Donc est-ce que la tâche a une part d'ingratitude? Oui, résolument. Est-ce que pour autant il convient de l'abandonner? Non. Enfin, je pense que la France, parce que c'est sa vocation, parce qu'il se trouve que c'est son rôle durant ce semestre où nous avons la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, c'est aussi de porter la voix européenne et de savoir prendre en compte les termes d'une discussion complexe avec un grand voisin comme la Russie, qui est déterminant pour notre sécurité collective, mais aussi porter la voix et les contraintes et les exigences de tous les pays européens. C'est ce que je me suis employé à faire ces derniers jours par une concertation étroite et en essayant ici d'être aussi celui qui peut contribuer à chercher cette voie. Et vous savez, j'ai une conviction simple. Si nous ne discutons pas avec la Russie, est-ce que nous accroissons notre capacité collective à bâtir la paix? Non. À qui laissons-nous la place? À d'autres. Donc je pense que nous avons des désaccords, vous les avez constatés et nous les assumons. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à faire avancer les choses, c'est ainsi, et c'est le résultat de ces désaccords. Je pense que nous pouvons aussi, à chaque étape, tâcher de bâtir des compromis. En tout cas, je considère que c'est ma responsabilité. Aussi longtemps que ces compromis préservent nos intérêts et ceux de tous nos partenaires et alliés. C'est la tâche qui est la nôtre. Et donc les jours, semaines qui viennent nous mettent devant cette tâche ardue qui va consister à inventer des solutions nouvelles pour porter ces garanties tout en respectant nos principes fondamentaux et cette relation de voisinage. Notre géographie ne changera pas. Donc nous continuerons. Коммерсант, пожалуйста. Commerçante. Bonsoir, Andrei Kolesnikov, journal Commerçant. Question au président russe. Vladimir Vladimirovich, comment évaluez-vous les perspectives de règlement de la situation au sud-est de l'Ukraine? À votre avis, les accords de Minsk sont-ils encore vivants? Et sur un sujet connexe, question au président français. Si je comprends bien, vous restez à Moscou ce soir et repartez demain matin en direction de Kiev. Dites, s'il vous plaît, quel est le message que vous allez emmener avec vous à Kiev, notamment comme il a été dit, si les accords de Minsk sont respectés, selon certains, cela détruirait l'État ukrainien. Au sujet des accords de Minsk et de leur perspective, à mon avis, il n'existe pas d'alternative à ces accords. Comme je répéterai ce que j'ai déjà dit, Kiev tantôt dit que l'Ukraine respectera ces accords, tantôt dit que c'est un risque, c'est quelque chose qui détruira le pays. Mais bon, comme on dit, que l'on aime ou non, parfois il faut supporter quelque chose que nous n'aimons pas. Kiev se refuse obstinément à négocier avec les représentants du Donbass, mais les accords de Minsk prévoient de concerter certaines choses avec le pouvoir qui est en place au Donbass et à Lugansk. Donc il ne faut pas séparer tout en noir et blanc, il ne faut pas être manichéen, il faut résoudre les questions par négociation. Et le règlement pacifique au Donbass, c'était une des promesses électorales du président actuel. Maintenant, nous voyons
que M. Poroshenko, l'ex-président, est poursuivi pénalement. On l'accuse de haute trahison pour avoir signé ces accords de Minsk. Mais c'est quelque chose qui avait été accepté par tout le pays et qui a été inscrit dans les documents de l'ONU. Et moi, je l'avais dit personnellement que nous sommes prêts à l'accueillir s'il a dans le futur des problèmes dans son propre pays pour des raisons humanitaires, non pas parce que nous aimions sa politique. Et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui, ce jour même. Il est poursuivi pour des raisons politiques. Mais tout ça, ce sont des questions de la politique interne ukrainienne. Moi, je pense que nous devrions nous élever un peu au-dessus de cela et regarder sur la question, aborder la question du point de vue du futur de l'Ukraine, du point de vue historique, de son futur, de son développement et du développement de nos relations comme sujet à part entière de la politique. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquels il y a 125 000 soldats russes. Donc, oserais-je dire, ça rend nerveux. Et c'est un fait nouveau de ces derniers mois, ça n'était pas tout à fait la réalité au début de l'année 2021. Donc je veux ici saluer, malgré tout, puisque vous avez ici l'esprit de citer une remarque récente, je trouve que dans le concert des commentaires politiques internationaux, le président Zelensky fait partie de celles et ceux qui ont un grand sang-froid, qu'il faut saluer. La deuxième chose, c'est que quand les accords de Minsk ont été signés, il n'y avait pas cette intensité de présence militaire russe aux frontières. C'est aussi pour ça que c'est pour nous un élément de changement profond. Il ne faudrait pas que ça vienne dénaturer les discussions, les brouiller. Ça fait partie des discussions que nous avons eues avec le président Poutine. Et quand je parle de stabilité puis de désescalade, c'est bien de cela dont il s'agit. Qu'il s'agisse de la frontière russe, biélorusse. Ensuite, de manière très claire, la solution à la crise ukrainienne ne peut être que politique et les bases ne sont que les accords de Minsk. Et le bon format, le format Normandie, où je vous le rappelle, il y a autour de la table l'Ukraine, la Russie, la France, l'Allemagne. Ces accords prévoient une série d'initiatives et de progrès. Ils sont à conduire dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est sur cette base-là que nos conseillers se sont réunis il y a maintenant une dizaine de jours à Paris pour la première fois depuis de longs mois, un communiqué conjoint et une reprise du processus. Il y a des discussions très sensibles sur les questions de statut, d'élection, de modifications constitutionnelles qui sont en cours et qui connaîtront de nouveaux développements dans les heures et les jours qui viennent. C'est dans ce cadre-là que nous pourrons avancer. J'ai eu à plusieurs reprises le président Zelensky avant de venir, j'ai pu le dire au président Poutine lors de notre échange, c'est bien les accords de Minsk qui seuls peuvent prévaloir au règlement de la crise, du conflit russo-ukrainien à ses avancées, et le format Normandie qui l'accompagne. C'est ainsi que nous entendons avancer, et c'est sur cette base que j'aurai demain des échanges avec le président Zelensky. Une question de Valérie Gaz, Radio France Internationale. Bonsoir, messieurs les présidents. Monsieur le Président Macron, avec quelle casquette êtes-vous venu à Moscou aujourd'hui? Parlez-vous au nom de la France ou de tous les Européens? Le chancelier Scholz est actuellement à Washington. N'aurait-il pas mieux valu venir à deux, comme l'avaient fait François Hollande et Angela Merkel en 2015, pour montrer l'unité de l'Europe? Monsieur le Président Poutine, Emmanuel Macron est-il pour vous le seul interlocuteur en Europe? Vous avez dit qu'il était un interlocuteur de qualité, ou le considérez-vous comme un intermédiaire pour faire passer des messages à tous les Européens? Et Monsieur Macron, si vous pouvez aussi nous donner la réponse sur la force Wagner qui a été évoquée tout à l'heure, nous donner votre avis sur l'implication de l'État russe. Merci.
J'ai déjà dit au sujet de Wagner que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'État russe. L'État n'a rien à voir dans cette affaire. C'est l'entreprise qui fournit des services à l'État malien qui ensuite les rémunère pour le travail accompli. L'État russe n'y est pour rien. Au sujet de la première partie de votre question, je voudrais réitérer cela, mais j'espère être enfin entendu et j'espère que c'est quelque chose qui sera ensuite transmise à vos lecteurs. Comprenez-vous que si l'Ukraine devient membre de l'OTAN et se lance dans une campagne militaire pour récupérer la Crimée, cela entraînera les autres pays de l'Europe dans un conflit contre la Russie. Et évidemment, nous ne surestimons pas nos capacités militaires. Nous savons que l'ensemble des pays européens, l'ensemble des pays de l'OTAN dépassent par ses capacités les nôtres, mais nous avons aussi nos capacités, nous avons l'arme nucléaire et c'est un conflit dans lequel il n'y aura pas de gagnant. Et ni M. Macron, ni moi-même ne voulons pas de tel scénario. C'est pour cela que nous avons subi cette torture de 6 heures de discussion et 6 heures de négociation. Mais je trouve cela très noble de sa part de faire cet effort de venir en discuter. Moi, j'espère que nous allons continuer cette discussion et que nous allons trouver très prochainement un accord, un compromis. Dans nos propositions, celles que nous avons adressées à l'OTAN, je pense qu'il n'y a aucun des points qui est impossible à accomplir. Vous me dites qu'il y a 125 000 militaires russes à côté de la frontière ukrainienne. Mais de manière identique, l'Ukraine concentre son armée à côté de la frontière. Et l'Ukraine a ouvertement entrepris des opérations militaires contre le Donbass. Donc c'est une question complexe. C'est la raison pourquoi notre discussion avait duré aussi longtemps. Moi, j'espère que demain, Monsieur le Président pourra continuer cette discussion et j'attends donc son appel après la fin de sa visite à Kiev. Nous aimerions savoir ce que les autorités à Kiev considèrent comme acceptable ou non acceptable pour comprendre la direction à prendre. Avec le chancelier Scholz, que j'ai été visité à Berlin la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, et avec lequel j'ai échangé à plusieurs reprises depuis. Et nous aurons une coordination dès notre retour et de Washington et de Moscou. De la même manière qu'en tant que président du Conseil de l'Union européenne pour ce semestre, j'ai pu échanger avec l'ensemble de mes collègues qui sont les plus exposés à cette situation et qui ont des préoccupations ou des voix fortes sur ce sujet. Et ces derniers jours ont été d'ailleurs marqués par toutes ces consultations, y compris d'ailleurs avec Britanniques et Américains à 2 reprises. Donc les consultations sont extrêmement intenses. Le chancelier lui viendra la semaine prochaine, parce que ce que je fais aujourd'hui est très différent des situations que nous avons pu connaître, et en 2008 et en 2014. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre chaude, comme il y a eu en Géorgie ou en Ukraine. Nous sommes dans une situation de tension extrême, à un niveau d'incandescence que l'Europe a rarement connu ces dernières décennies, dont vous avez compris que c'est essentiellement un sujet entre Russie et OTAN et au fond sur notre sécurité collective. C'est donc un processus que nous entamons. Mais c'est profondément différent des situations auxquelles vous faites référence. C'est pourquoi nous allons continuer d'abord cette concertation très étroite, mais sur la base de
l'échange que nous avons eu aujourd'hui, nous allons aussi avancer, essayer d'enclencher un mécanisme nouveau. La situation nouvelle, réponse forcément différente. Sur Wagner, la réponse du président est claire. La France ne connaît que les États et la lutte contre le terrorisme. Et donc, nous prenons nos décisions au regard de nos relations avec des États souverains, avec un agenda qui est la lutte contre le terrorisme et en étroite coordination avec la région, en l'espèce la CEDEAO et l'Union africaine. C'est ce que nous continuons de concerter, ce sur quoi nous tranchons. РИА Новости, пожалуйста. РИА Новости. Bonsoir, Irina Glushakova, RIA Novosti. Avec votre permission, je voudrais revenir à la question sur le sujet des garanties de sécurité qui a déjà été mentionné. L'impression que nous avons aujourd'hui, c'est quand l'OTAN et Washington a donné ses réponses, c'est un sujet qui est évité depuis. Donc, question à M. Macron. À votre avis, du point de vue des Européens, est-ce que le sujet des garanties à la Russie est désormais clos ou des garanties peuvent être apportées? Et donc, question à M. Poutine, c'est que comptez-vous faire maintenant? Vous avez évoqué l'un des arguments de nos partenaires en ce qui concerne le caractère pacifique de l'OTAN ou l'affirmation selon laquelle ce serait une organisation politique et non militaire, sur le caractère de consensus obligatoire pour les décisions d'admission de nouveaux membres, comme pour l'Ukraine, sur lequel les avis divergent, etc. Donc, pour commencer, est-ce que c'est une organisation militaire ou non? Je pense que je l'ai dit assez clairement. Les bombardements de Belgrade, de la Syrie, de la Libye et de l'Afghanistan ce ne seraient pas donc des opérations militaires, elles sont tout à fait militaires. Donc sur le sujet de certains pays de l'OTAN qui seraient contre l'admission de la Géorgie, de l'Ukraine dans les rangs de l'organisation. J'ai toutefois la question suivante. Pourquoi en 2008 à Bucarest a été signé le document qui ouvre les portes de l'OTAN à ces pays? Vous comprenez, cela fait maintenant que nous essayons de persuader nos partenaires de ne pas faire certaines choses, mais nous nous heurtons au fait que nos demandes sont ignorées. Donc mon homologue m'avait dit que nous n'avons pas respecté l'intégrité territoriale, etc. Mais il y a eu aussi en 1975 un document qui a été signé selon lequel la sécurité ne pourrait pas être renforcée au détriment de la sécurité d'un autre État. Et puis, je pourrais poser cette question-là. Est-ce que nous avons eu est-ce que nous avons fait des mouvements vis-à-vis de la Crimée pendant les années de l'indépendance de l'Ukraine? Non, mais c'est les pays occidentaux qui ont soutenu un changement de pouvoir par la force. Et c'est ce nouveau pouvoir que nous n'avons pas reconnu. Et c'était dans ces conditions-là que nous avons décidé d'apporter notre protection aux populations de Crimée. Vous savez qu'en 2014, des représentants de plusieurs pays sont venus à Kiev pour signer des garanties
président avait été changé de force. Ce n'est pas les règles de jeu selon lesquelles nous aimerions jouer. Quoi qu'il en soit, il nous faut maintenant chercher des solutions aux problèmes que nous avons sur la table et nous comptons continuer ce travail de recherche. Quant aux réponses que nous avons reçues de Bruxelles et de Washington, nous préparons notre réponse à ce courrier. Et il y a de la matière à discuter dans la réponse que nous préparons. Ce sont certes des choses secondaires, mais elles méritent leur intérêt. Et il est intéressant que on nous avait demandé de ne pas publier la réponse que nous avons reçue. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Nous sommes adressés de manière ouverte et la réponse est secrète. Mais nous avons demandé des choses bien concrètes, le non-déploiement de l'équipement militaire offensif, le retour des infrastructures à leur état avant 1997, etc. Et le non-élargissement. On aurait l'impression que dans la réponse, l'auteur de la réponse n'avait pas lu nos demandes, parce qu'on parle dans la réponse de choses complètement différentes. Il y a beaucoup de clichés politiques, mais peu de choses sur la substance. Et Monsieur le Président a bien été informé de notre position. Le propos introductif du Président, comme sa réponse, montre les désaccords qu'il y a, les malentendus, et la lecture des dernières décennies qui n'est pas aujourd'hui partagée entre les alliés de l'OTAN et la Russie. C'est un état de fait. Parce que cette charte qu'on évoque depuis tout à l'heure, cette charte de Paris, le texte de l'OSCE, met aussi très clairement noir sur blanc le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des droits de l'homme, des principes qui ont aussi été violés, pas par l'OTAN. Bon. Donc la situation est là. Et il est évident que ni l'OTAN ni les États-Unis d'Amérique ne vont donner droit à toutes les demandes qui ont été faites par la Russie dans un contexte de très forte pression militaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, aux frontières de l'Ukraine, et avec chaque jour des nouvelles qui sortent pour dire qu'une attaque va être lancée. J'ai entendu les propos du Président, sa volonté d'avancer sur un règlement politique. Mais la situation est là, celle d'une grande tension. Donc, trouver un accord et construire une solution politique, ça ne veut pas dire on est d'accord sur tout, circuler. Il y a un processus qui a été entamé. Est-ce que l'échange de lettres est un processus qui permet, sur des sujets aussi complexes, de régler les choses? Je pense qu'il trouvera à un moment donné ses limites. Est-ce que la seule question de l'OTAN permet de régler tout? Je ne crois pas non plus. Elle est essentielle. Je pense qu'il y a d'autres sujets de fond pour bâtir nos garanties, nos sécurités collectives. Ça a été le fruit de nos discussions d'aujourd'hui. Et donc, ma conviction, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un réengagement collectif, celui de la Russie, celui des États-Unis d'Amérique dont je me félicite, celui des Européens et de l'ensemble des alliés, pour concrètement, d'abord essayer au maximum de lever les malentendus du passé, parce qu'il y en a, de revenir sur nos traumatismes qui ne sont aujourd'hui en train de revenir et de créer au fond des lectures complètement orthogonales de ce qu'est l'Europe des 30 dernières années, mais surtout de bâtir des solutions utiles. Donc moi, la priorité, si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme, qu'il n'y ait aucune provocation ou escalade. C'est le principal objet de ma visite, ici et demain à Kiev. Sur cette base, c'est que le dialogue qui a été noué avec l'ensemble des parties prenantes, OTAN, États-Unis d'Amérique, Européens, se poursuivent pour bâtir au fond des solutions de court et de moyen terme. Avec quel objectif? La sécurité de tous. Il n'y a pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de sécurité pour la Russie. Mais ce que j'entends là, c'est ce que j'ai entendu hier en parlant à mes collègues en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Pologne ou ailleurs. Ils ont les mêmes craintes. Et ils ont le sentiment aussi que les mêmes accords avaient été violés, qu'on leur avait promis qu'il n'y aurait pas de déploiement, qu'il y a eu des déploiements. Donc,
Il nous faut des processus de transparence, de désescalade. Il nous faut rebâtir ces solutions concrètes, ensemble. Parce que nous vivons de part et d'autre de frontières communes et partagées. Et donc les prochaines semaines doivent être consacrées à cela, et en même temps aussi à notre capacité à bâtir cette sécurité en respectant pleinement la souveraineté et l'indépendance de plusieurs États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'OTAN, mais qui sont pour autant dans la région. Je pense à la Biélorussie, je pense à l'Ukraine évidemment, je pense à la Géorgie, je pense à la Moldavie, qui sont des États dont l'indépendance, la souveraineté doit être aussi pleinement respectée, car celles-ci participent de notre sécurité collective. Et donc il faut bâtir les termes de celle-ci. Sur l'Ukraine, on en connaît le cadre, ce sont les accords de Minsk et le processus de Normandie, mais sur tout le reste, il faut avoir un débat extrêmement franc et transparent. Stabilité, création des conditions de confiance pour aller vers une désescalade, ce qui suppose de construire les termes nouveaux sur la base de nos valeurs et de ce que nous avons acté il y a 30 ans, mais en regardant aujourd'hui nos désaccords et la situation, mais bâtir des solutions nouvelles tous ensemble pour cette sécurité, cette stabilité collective. Nous avons esquissé quelques pistes dans notre tête-à-tête avec le président Poutine. Je vais m'employer, essayer de tirer celle-ci. Je sais que lui aussi s'emploiera à travers les réponses qu'il fera à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique, à poursuivre ses propres solutions. Mais par l'intensification de ces dialogues, le fait que nous nous reparlerons dans quelques jours, que nous apprécierons d'ailleurs des nouvelles initiatives à prendre, ensemble, et avec toutes les parties prenantes considérées, je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr. Merci, chers collègues. Merci beaucoup. Je vais par là.